Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 5 septembre. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. En actu, les élèves sont retournés sur les bancs de l'école et les parents sont heureux. De son côté, l'association vaudoise des parents élèves de Nyon et Progin organise 10 soirées autour de 10 thématiques. On en parle en plateau. En sport, on revient sur l'Odyssée de Noah Miaron qui a réussi son Odyssée des lacs après 11 jours et un parcours de 188 km. Il nous raconte son histoire et son aventure en plateau. Enfin, on terminera en culture avec la 3e édition de Prangin Baroque de retour du 4 au 11 septembre. Une semaine autour de la musique baroque italienne où 13 jeunes talents sélectionnés suivent des cours de coaching avec des artistes et proposent à la fin des concerts. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis à Benien, au domaine La Capitaine, parce que tu as sûrement entendu parler de ces fameuses vendanges précoces. Et oui, avec la sécheresse et la chaleur qu'il y a eu tout l'été, eh bien les domaines, les vignobles, les vignerons eh bien, sont d'attaque pour les vendanges. Alors pour La Capitaine, c'est très bientôt, ce sera la semaine prochaine, soit 3 semaines d'avance pratiquement par rapport à la normale. Alors on va voir ce que ça change pour la vigne, pour le raisin, et bien entendu pour le vin et aussi pour la logistique de ce domaine-là, La Capitaine. Donc à tout à l'heure. Je dois comprendre que c'est déjà l'heure de l'apéro, en fait. Encore, là on va aller voir le raisin, et puis non, là il n'est pas encore en bouteille. D'accord, on travaille d'abord. Bon, ça me rassure. Avec nous aujourd'hui plusieurs invités. Noah Miaron, nageur. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Avec nous également Mariana Mijanovic, directrice artistique pour Prangin Baroque. Bonjour. Et à vos côtés, Raphaël Weisskopf, président de l'APENP. Raphaël Weisskopf, je vous invite à me rejoindre sur ce plateau. Venez seulement. Bonjour Raphaël, bienvenue également. Merci bien. Papa, d'ailleurs, comment s'est passée cette rentrée scolaire en tant que papa, Raphaël? Toujours bien, toujours bien. Mais j'aurais quand même tendance à dire que ceux qui prétendent que le retour à l'école des enfants, c'est les vacances des parents, n'ont pas d'enfants. C'est vrai? Ouais, il faut retrouver le rythme, il faut contrôler les devoirs, il faut signer les carnets. Il faut se remettre dans l'ambiance, se remettre dans les horaires, ça fait partie du jeu. Ouais. Alors à titre personnel, je pense que j'aurais retrouvé le rythme au mois de juin l'année prochaine quand ce sera de nouveau l'eau. Quand il faut tout recommencer. C'est ça. Ouais, quand même, c'était une rentrée particulière parce qu'il n'y avait plus du tout de mesures Covid. Est-ce que là, vous avez senti, peut-être vous, en tant que parent, un changement du côté des élèves? Bon, je pense que la fin de l'année scolaire précédente était déjà bien joyeuse aussi. Mais c'est vrai que là, certaines personnes ont été confrontées à ces mesures durant leurs vacances. Donc peut-être que celles-ci ont aussi profité d'autant plus que le retour à l'école en terre vaudoise se fasse sans mesure Covid. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est presque du passé. Donc pour l'instant, on croise les doigts et on profite de l'instant présent. On va parler donc de ces 10 soirées que vous organisez, puisque vous êtes le président de l'APENP. Alors déjà, rappelez-nous comment est constituée cette association et quel est son objectif? Alors, l'association vaudoise des parents d'élèves est constituée d'une fêtière avec des sections locales. Le grand avantage de ces sections locales, c'est qu'on a une grande liberté d'action. C'est d'ailleurs pour ça que nous, à l'échelle de Nyon-Progin, on profite de cette liberté pour la première fois, et c'est assez unique, organiser des soirées destinées aux parents, et ça de manière régulière sur toute l'année scolaire à venir, donc 22-23. Alors, vous aviez déjà organisé une première notamment sur la thématique du harcèlement, on s'en souvient l'année dernière. Est-ce que c'est parce que vous en tirez justement un bilan positif et que ça a généré peut-être des rencontres, puisque vous souhaitez justement être une plateforme d'échange? Voilà, alors la soirée qui a eu lieu dernièrement, c'est quelque chose qui datait d'avant Covid, justement, on en revient à ce fameux Covid, et qui a été finalisé aussi avec une section locale voisine, As-Boiron. Donc c'est quelque chose que tout le monde souhaitait finaliser et ça a été fait. Partant de cette soirée-là qui a rencontré un certain succès, c'est vrai, on a aussi fait le constat au conseil d'établissement, où l'APE est présente avec les autres CAR, que chaque CAR a accès à un certain nombre de parents et qu'il faudrait, ça c'était mon constat en tant que président de l'APE, générer quelque chose qui puisse rassembler tous ces différents parents. D'où l'idée justement maintenant avec l'APE Nyon-Progin de se positionner un peu comme plateforme centrale qui arrive à rassembler tous ces différents parents qui ne fréquentent pas tous justement les mêmes écoles aussi à Nyon, et puis amener quelque chose de nouveau. Du coup, 10 thématiques, on peut citer par exemple la nutrition, la prévention routière, les écrans, l'argent, l'identité de genre. Pourquoi avoir choisi ces thématiques-là? Ça reste quand même des thématiques actuelles. On aurait envie de dire tendance, mais voilà, ce n'est pas la tendance de la mode, mais ça reste des thématiques actuelles. On a aussi réfléchi en prévision de l'année scolaire suivante, de peut-être faire du copier-coller.
Donc c'est vrai que les thématiques abordées, on va cibler un certain type de parents qui ont des enfants dans une certaine tranche d'âge. Et l'année prochaine, peut-être ceux qui sont venus sur une thématique viendront sur l'autre parce que les enfants auront grandi et puis la thématique d'après les intéresserait aussi. Oui, alors pour revenir notamment sur la thématique des écrans, c'est vrai que ça fait partie notamment des projets et des priorités pour le Conseil d'État vaudois, notamment l'école inclusive aussi. Nouveau conseiller d'État, Frédéric Borloo, justement, qui lui souhaite justement mettre en avant et plus d'écrans dans les classes. Quand on lit, vous, votre soirée, c'est comment mieux organiser le temps d'écran. On peut sous-entendre donc que l'association n'est pas vraiment favorable aux écrans. Est-ce qu'il y a là aussi un enjeu politique? L'association n'est pas ni favorable ni défavorable à quoi que ce soit, à aucun des thèmes qu'on va aborder. L'idée est vraiment juste d'amener, et ça c'est indépendamment de la volonté du nouveau Conseil d'État avec l'école obligatoire, on verra dans quelle mesure est-ce que c'est bien ou pas, la volonté de la section locale Nyon-et-Prangin est juste d'amener des pistes de réflexion sur comment encadrer au mieux nos enfants qui sont en âge scolaire, pour leur donner un bagage conséquent et solide pour ensuite aborder la peut-être future formation professionnelle ou le secondaire 2. Comme ça. Oui. Ça peut paraître surprenant, hein, puisque vous êtes finalement cette plateforme comme vous l'entendez, mais est-ce que ce n'est pas réducteur de se dire, ben voilà, une plateforme, elle sert juste d'échange et elle ne serait pas un levier finalement à ces politiques-là et puis une rencontre finalement Alors je pense qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce cycle de soirée, c'est la première fois qu'on organise ça à Nyon-et-Prangin. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres sections locales dans le canton de Vaud qui en ont organisé à cette échelle-là non plus, donc c'est quelque chose qu'on teste. On fera le constat au mois de juin l'année prochaine avec la dernière soirée où on sollicite pour l'instant les participants et les participantes à nous suggérer un sujet. Et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on se positionne comme plateforme. Avec les années, peut-être qu'on arrivera encore plus à avoir une influence en tant qu'influenceur justement sur la scolarité. Pour l'instant, on a quand même fait le choix de se tenir un peu à l'écart. On a des très bons contacts avec les directions scolaires, on a des très bons contacts avec les autorités communales et de Prangin. On a aussi la chance de bénéficier de leur gentillesse avec la mise à disposition des salles pour nos 10 soirées qui ont lieu dans 10 structures scolaires différentes pour aller d'autant plus à la rencontre des parents. On verra, mais je me réjouis aussi de continuer à être invité en plateau sur NRTV pour expliquer l'évolution. Oui, mais Raphaël Weisskopf, tout ça m'a l'air très bien, gentil, tout rose, mais il y a quand même des réels soucis du côté des parents qui s'inquiètent notamment du manque de classes, des élèves qui sont aussi parfois localisés à Lausanne, par exemple, dans d'autres écoles, pas vraiment près de chez eux. Est-ce que là, ce n'est pas les besoins et ce n'est pas à ça que doit servir votre association, finalement, à relayer ces besoins-là et ces Je dirais qu'à l'échelle de la fêtière de l'APE, ils ont le relais directement avec l'état-major de la scolarité obligatoire. Ensuite, les problèmes de bâtiments scolaires dont vous faites référence, c'est le gymnase. La réflexion, et ça c'est personnel, ça n'engage pas du tout l'APE, est-ce qu'on n'est pas en train de trop inviter ces jeunes à suivre des études plutôt que de s'orienter vers une formation professionnelle? Une fois de plus, on essaie pour l'instant à notre échelle, Nyon-Prangin, de rassembler les parents, de leur permettre d'avoir un échange entre eux aussi pour justement échanger sur ces expériences personnelles qu'ils ont, en dehors du cercle amical ou juste scolaire dans lequel va leur enfant. Et ensuite, on verra dans les semaines, les mois, les années à venir si notre souhait, ambition était favorable ou pas. Oui, si l'association prend aussi de l'ampleur et de l'ambiance peut-être aussi, vu qu'on partage des coups, on l'aura compris. Les dates, Raphaël Weisskopf, pour la première déjà? Alors ça, c'est demain, mardi 6. Ensuite, toutes nos soirées, il y a un lien, le site internet, c'est www.apenp.ch, c'est tout simple, il y a un lien dessus. On invite tous les parents, les soirées sont gratuites. La seule contrepartie pour cette gratuité, c'est d'amener quelque chose à grignoter et à boire. Ça peut être du jus d'orange, de l'eau gazeuse, un thé maison. Il n'y a pas forcément besoin d'amener du vin de la Capitaine ou d'ailleurs. Et voilà, donc pour créer vraiment cet échange génial. Et je tiens aussi à remercier toutes ces personnes ressources qui vont nous donner la chance et le plaisir de venir échanger leurs connaissances, qui interviennent elles aussi bénévolement afin justement d'amener ces petits conseils et réflexions qu'on souhaite apporter aux parents de Nyon-et-Prangin. On se réjouit et tenez-nous au courant donc du coup de ces réflexions avec plaisir. Et puis puisque vous l'avez mentionné, Raphaël Weisskopf, on va retourner à la Capitaine. Est-ce que c'est un lieu que vous avez l'habitude de Je ne l'ai pas fréquenté directement. J'ai fréquenté quelques années la crèche qui était à côté. Et je sais que la Capitaine a une très belle renommée et on repère facilement les bouteilles de couleur bleue dans les différents petits boui-boui où on peut trouver le vin si on ne va pas directement à la cave. Effectivement, ouais. Montre-nous ces bouteilles justement, Alexandre, puisque tu es sur place.
Oui, et donc je suis en compagnie de Reynald Parmelin. Bonjour. Bonjour. Alors Reynald Parmelin, donc propriétaire de la Capitaine, vigneron et alias Monsieur Bouteille Bleue. Donc c'est comme ça qu'on vous appelle C'est aussi. mon deuxième prénom, en effet. C'est vrai qu'elles sont vraiment caractéristiques de ce domaine, la Capitaine. Alors vous vous préparez pour ces vendanges précoces. On parle de ça un peu partout, hein. Ça y est, les vendanges qui arrivent encore pendant l'été. Pour vous, ça se passe comment? Bah pour nous, il y a plusieurs choses. Déjà, on a dû s'organiser parce qu'en étant aussi précoce, il y a des vacances à placer pour le personnel et pour nous. Ouais. Donc, on a dû jongler un tout petit peu. On a dû se réorganiser dans le sens où on a mis en bouteille. D'habitude, on vide les cuves, on met en bouteille droit avant les vendanges. Et cette année, c'était trop court, il faut qu'on nettoie la cave. Donc, on a mis en bouteille au mois de juillet pratiquement ce qu'on devait faire au mois de septembre, de façon à pour nettoyer la cave et partir en vacances, puis de rentrer à temps. Pour les vendanges, qui donc vont se dérouler quand pour vous là? Alors nous, on a déjà commencé jeudi passé, on a fait 2-3 petites choses, du pinot noir, du gewürztraminer qui était mûr. Ouais. Le défi, c'est d'avoir quelque chose qui est mûr, mais qui n'a pas trop de sucre, parce que trop de sucre égale trop d'alcool. Ah oui. Donc il nous faut absolument trouver le bon équilibre, et c'est pour ça qu'on a vendangé du gewürztraminer et du pinot noir. Mais il y en a encore qui est dans la vigne. Par exemple, ici à gauche, on a du pinot noir, parce que toutes les parcelles ne sont pas au même niveau. Cette année, sécheresse fait que les vignes ont évolué différemment suivant les sols, suivant si on a pu les irriguer ou pas. Donc nous, on a la chance d'avoir du goutte à goutte sur nos parcelles. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Exactement, voilà. ouais, vous l'avez. Ah, donc vous avez le goutte à goutte sur toutes vos vignes. C'est combien d'hectares déjà, la Capitaine? Alors, la Capitaine, c'est 25 hectares, environ 200 000 bouteilles par année. D'accord. Et du goutte à goutte partout, donc ça vous a facilité la vie, on imagine. Cette sécheresse, cette chaleur, on dit souvent, bonne nouvelle pour les vignerons. Vous confirmez ou pas? Oui, bonne nouvelle. Il a fallu mettre un petit peu plus de crème pour pas prendre des coups de soleil. Mais non, pour nous, c'est fantastique parce que plus de soleil égale du raisin qui mûrit très bien. Et puis, quand on est tôt dans la saison, on peut attendre. Ouais. C'est ce qu'on fait exactement actuellement. C'est-à-dire qu'on vendange chaque fois au meilleur moment. On a pris nos 2 parcelles la semaine passée, on arrête. Peut-être cette semaine, on va reprendre quelque chose suivant la météo, suivant la maturité, et on arrête. Et on recommencera le 12. Là, ça sera un peu plus, on va vous dire sérieusement, dans le sens où on aura tous nos vendangeurs. Donc, c'est 3 semaines d'avance à peu près par rapport à d'habitude, c'est ce qui se dit. Hein. 3 semaines, oui, tout à fait. Chez vous aussi, hein. Ouais, tout à fait, 3 semaines. Puis l'année passée, on avait 10 jours de retard. Donc, on a un mois de différence entre cette année et l'année passée. Oui, d'accord. Alors, je vais juste me tourner la caméra pour qu'on voit un petit peu, on parlera un peu logistique aussi après, hein, Reynald, mais que vous me montriez un peu les conséquences justement de cette sécheresse et de cette chaleur sur la vigne. Comment est-ce qu'on la voit? Alors la vigne chez nous, elle n'a pas été trop stressée comme on a l'arrosage, mais on voit quand même, si vous regardez par exemple cette feuille-ci, vous voyez que la feuille n'est pas développée. Normalement, une feuille, elle est à plat, comme ça. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la feuille? Elle est comme nous, quand il fait trop chaud, elle veut éviter d'évaporer trop d'eau, donc elle se referme naturellement. Donc, on avait le feuillage qui était très refermé, et s'il est trop refermé, il ne fait plus de photosynthèse. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'eau, parce qu'on veut que les feuilles restent ouvertes aussi, et qu'elles puissent travailler, faire du sucre, faire des arômes, faire de la couleur. Alors, contrairement à beaucoup d'autres vignerons, vous avez ce système de goutte à goutte qui vous a permis d'être OK en arrosage hein, et en eau, mais ça a posé pas mal de soucis pour d'autres domaines, justement. Et puis, au niveau du raisin, là, on voit justement, il est bien plus mature plus mûr que d'habitude à cette époque. Hein. C'est extraordinaire. On a du raisin déjà qui est très homogène. Hein. Si vous regardez, il y a encore quelques petits grains verts, mais qui vont disparaître. On a une récolte qui n'est pas trop chargée. Elle est vraiment bien équilibrée. Il n'y a pas de pourriture. Hein. Il a fait comme ça sec. Donc, ça ne pouvait pas pourrir. Ça ne devrait pas pourrir. Donc, normalement. Pas de maladie de la vigne cette année? Rien du tout. Non, ça nous change beaucoup avec l'année passée où on s'est battu contre l'humidité. Ouais, c'était les extrêmes. C'est les 2 extrêmes. Ouais, hein. Je crois que professionnellement, moi, je n'ai jamais vu autant d'extrêmes que ces 2 dernières années. Hein. Ouais, non, Et alors là, c'est du pinot noir. Il sera prêt à vendanger quand? Alors celui-là, il arrive gentiment prêt. Je pense qu'on va le vendanger ou bien cette fin de semaine ou la semaine prochaine. Hein. D'accord. Là, on arrive avec un taux de sucre qui est autour des 95 oxlés. 95 oxlés veut dire à peu près 13 d'alcool. Donc, on ne veut pas se retrouver avec des 14 ou des 15 d'alcool, ça déséquilibre les vins. Ouais. Donc, on laisse encore un tout petit peu parce qu'on veut laisser mûrir les pépins. Les pépins sont bruns, mais pas complètement brun. Donc, on veut absolument que les pépins soient bruns pour qu'on ait des vins qui soient pas astringents ou déséquilibrés. Et alors là, on a du pinot noir, mais alors à gauche, c'est un autre cépage. Alors, on a une autre variété. Je vais vous prendre un grain pour vous faire une petite démonstration qui est assez intéressante.
La couleur dans le pinot noir et dans beaucoup de cépages, elle n'est pas dans le jus. Vous voyez que le jus, il est blanc, il est complètement blanc. La couleur, C'est assez étonnant, ouais. ouais, elle est dans la peau. Donc, on le verra tout à l'heure, on va faire macérer la peau avec le jus pour tirer la couleur. Si je prends juste à côté, la ligne d'à côté, on a un cépage qui s'appelle le Dacapo. Et ça, c'est une des rares variétés où quand je presse le grain sur ma main, voilà, on va y arriver, vous voyez que le jus est déjà coloré. Et puis, si je fais macérer encore cette peau avec le jus, je vais vraiment avoir de l'encre. Ouais. Donc ça, c'est des cépages qui ont été créés pour corriger la couleur certaines années. Pourquoi? Parce que certaines années, il y en a le pinot noir ou d'autres cépages qui n'ont pas assez de couleur. Anciennement, il y a une trentaine d'années, on prenait du vin d'Afrique du Nord ou d'Espagne qu'on mettait à faible dose, 2-3% dedans pour corriger la couleur. Ouais. Et il y a à peu près 30 ans, ça a été interdit. Donc, on a dû planter des cépages qui ont cette couleur. Et c'est des cépages correcteurs. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'ils soient complètement neutres. Pourquoi? Parce que si je mets un petit peu de Dacapo dans mon pinot noir, je ne veux pas que ce Dacapo change le goût de mon pinot noir. Donc, si vous le mangez, il n'a pas de goût, à vrai dire. D'accord. Il a de la couleur, il a du sucre, mais il est complètement neutre. Et on voit les feuilles, elles sont assez différentes aussi. Elles ont bruni déjà, celles-ci. Ouais, c'est un cépage qui est magnifique quand vous allez venir sur l'automne. Il va venir tout rouge. Et j'ai pas mal de gens qui viennent m'en chercher pour faire de la décoration. C'est vraiment des feuilles magnifiques, quoi. Le feuillage est rouge cet automne. Il sera rouge cet automne. Bon, bah alors la récolte, elle va s'intensifier à partir de la semaine prochaine. Mais je vous propose qu'on aille déjà voir ce que vous avez récolté, qu'on aille à la cuve ensemble, et puis qu'on parle aussi un petit peu plus logistique et personnel après avec vous, et également biodynamie, parce que la particularité de la Capitaine, c'est aussi que depuis 28 ans, eh bien, vous cultivez votre raisin de manière biodynamique, c'est ça? Tout à fait. Donc on va voir un peu ce que ça change. Tout ça, Andrea, juste après. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça fait plaisir de voir ces beaux sourires et puis ce soleil. On a presque l'impression d'être en Méditerranée. À tout à l'heure, Alexandre. On ouvre une page de sport avec vous, Noémie Aron. Je vous invite à me rejoindre sur le plateau. Bienvenue. On va revenir sur votre odyssée, l'odyssée des lacs, puisque vous avez traversé 5 lacs suisses dans leur longueur pour un parcours de 188 km au total sur 11 jours. Déjà, félicitations. Merci beaucoup. Mais merci à vous d'être avec nous. Alors, vous avez traversé les lacs de Lugano, de Constance, de Zurich, des 4 cantons pour finir à Neuchâtel. On précisera que vous n'avez pas traversé le Léman puisqu'il faisait partie du défi de l'année dernière. Comment est-ce que vous vous sentez? Alors écoutez, plutôt bien. Là, ça fait 5 jours que je suis arrivé. C'était mercredi dernier. Donc, pas mal d'émotions, pas mal de choses qui se passent un petit peu dans la tête. On retrouve un peu ce discours chez pas mal de sportifs qui se font ce genre de défi, mais vraiment un peu cette redescente, je dirais, retour au calme et la récupération qui est la partie la plus importante maintenant pour être sûr de pouvoir peut-être reprendre les entraînements et peut-être un prochain défi très prochainement. Alors, on va y arriver au prochain défi, mais on va déjà s'intéresser à celui-ci. Noam, vous dites que ça fait partie du plus gros défi de votre vie, justement. Qu'est-ce que vous avez ressenti et pourquoi ça fait partie du plus gros défi? Alors, contrairement à l'année dernière où j'ai préparé le Léman qui faisait 75 km, là, le défi était vraiment de pouvoir enchaîner non seulement de manière sportive, mais aussi de manière logistique ces lacs à la nage. Donc, c'était très difficile de pouvoir constituer une équipe qui a la capacité aussi de pouvoir gérer toute la partie transport, camping-car, puisqu'on voyageait en Suisse en camping-car. Donc, de pouvoir gérer un petit peu toutes ces choses-là pendant que moi, j'étais dans l'eau, finalement, pratiquement entre 10 et 13 heures de temps. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Et j'avais que 36 heures en moyenne pour récupérer d'une traversée à l'autre. Donc, c'était vraiment la récupération qui était à la clé, finalement, de ce challenge. Au niveau du mental aussi, je crois que ça a été très très dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Très compliqué. J'ai eu quelque chose que je n'avais pas eu sur le Léman, qui est les crises d'angoisse. Je me suis retrouvé à mon premier lac à Lugano, première heure, et je pense que c'était vraiment le stress de toutes ces dernières semaines, de réussir à vraiment faire le maximum de préparation, surtout au niveau logistique en amont. Et je pense que tout a explosé la première heure où vraiment mon corps s'est dit « Ok, là, c'est maintenant, c'est parti ». Et c'est vrai que j'ai eu ce premier lac qui était magnifique, vu de l'extérieur, des conditions incroyables, mais c'est vrai que dans ma tête, ça ne se passait pas du tout bien. Donc vraiment comme une crise de panique, et on se retrouve autour de ces grandes collines à Lugano avec la profondeur de l'eau. Donc il y a un peu tous ces éléments qui s'enchaînent, et puis l'objectif est vraiment de revenir à soi, de revenir à tout ce qu'on a préparé, et puis aussi de ne pas abandonner, puisque ça aurait été bête d'arrêter ce défi 1 heure après le début. Vous y avez pensé? Alors, pas du tout. Alors, bien sûr, c'est des choses qui passent dans sa tête, mais c'est vrai que j'ai jamais eu une image de moi en train d'abandonner ou quoi que ce soit. La seule chose que je me suis dit, c'est ça fait même pas 40 minutes qu'on a commencé, on ne peut pas s'arrêter là. Donc, vraiment,
le discours interne qu'il faut avoir, c'était vraiment de réussir à sortir de cette spirale négative, de réussir à calmer aussi son corps, parce que c'est vraiment l'esprit en fait qui agit sur le corps, et de pouvoir éteindre toutes ces angoisses les unes après les autres pour pouvoir tout simplement continuer dans les meilleures conditions. Vous pensez à quoi dans ces moments-là, puisque c'est beaucoup d'heures que vous passez dans l'eau, sous l'eau? À ce moment-là, il y a quoi dans votre tête? Alors, il y a plein de choses. Il y a d'abord les mois d'entraînement qu'on a fait. Il y a les accomplissements qu'on a réussi à faire avant, comme le Léman, que j'ai aussi eu beaucoup de peine à terminer pour des raisons aussi météo et qui étaient très compliquées. On pense à plein de choses. On pense à sa famille, à ses amis, la cause aussi, la préservation des eaux, que j'ai eu la chance de représenter cette année aussi sur ces 5 lacs. Et surtout, on pense à toutes ces personnes qui sont derrière nous pour pouvoir mener ce projet à bien, partenaires, sponsors, équipe technique, nutritionnistes, bref, on est une très grande équipe, et c'était complètement fou de pouvoir cocher ces lacs les uns après les autres dans des temps incroyables. J'aurais jamais cru nager aussi vite, et puis de finaliser ce tour avec 5 records, donc c'est vraiment complètement dingue. La préservation des eaux, justement, puisque vous en avez parlé, c'est vrai que ça faisait partie de votre défi. Vous avez dit tout à l'heure, Lugano, c'était un très beau lac vu de l'extérieur. Ça sous-entend qu'à l'intérieur, vous avez découvert des choses qui vous déplaisent? Lugano n'était pas le plus compliqué. Après, il faut savoir que la vision que j'ai quand je nage plus ou moins au milieu du lac n'est pas du tout représentative de l'état du lac. Un lac peut être complètement transparent, comme le lac des 4 Cantons, qui est d'ailleurs l'un des lacs les plus propres de Suisse, et avoir énormément de déchets au fond. Donc il y a plein d'ambivalences sur lesquelles on a été en contact avec l'EAVAG, l'Institut de recherche suisse pour la recherche aquatique, donc où on essaye d'avoir les dernières études, les derniers chiffres pour vraiment être le plus informé, pour pouvoir transmettre les bonnes informations, notamment au public qui nous suit, et de transmettre aussi au travers de ces traversées des messages, des astuces aussi pour réduire son impact envers la préservation des eaux, que ce soit par l'utilisation de savon, avec des produits naturels ou autres, et surtout limiter son utilisation de plastique à usage unique, comme les bouteilles en PET par exemple, qui sont assez importantes. Ouais. Si vous deviez les classer justement, le bon élève et le mauvais élève de ces lacs, ça serait lesquels? Alors, c'est très compliqué à se prononcer, et surtout la grande complexité en termes scientifiques, c'est que ces lacs sont bordés de plusieurs pays, parfois plusieurs cantons, donc c'est très difficile d'avoir des études qui sont vraiment très représentatives. Et par rapport à votre ressenti sur le lac? Alors, mon ressenti, en tout cas le lac des 4 Cantons était non seulement ma meilleure traversée, je dirais, en termes sportifs et en termes de chrono, mais aussi le lac le plus propre et les alentours les plus incroyables. Et sinon, je dirais que le lac de Constance, dont le Rhin en fait le traverse, l'un des fleuves les plus pollués d'ailleurs en microplastique, était, je dirais, l'un des plus moins rassurants, en tout cas quand je nageais dedans, assez opaque sur le début, quand on est parti de l'embouchure du Rhin proche de l'Autriche. Et on est arrivé en Allemagne, donc on voit aussi que la différence entre les pays et les législations influe aussi sur l'état des lacs. Ouais, très intéressant. Bon, puisque vous en avez parlé aussi, le prochain défi, je vois qu'il y en a déjà un, c'est lequel? Alors, pas encore. C'est plutôt de se préparer. C'est vrai que ce que j'avais complètement laissé de côté l'année dernière, et j'écoutais Flavie, qui est passée chez vous, qui a fait l'aller-retour du Léman il y a quelques semaines, qui parle, et je pense qu'on partage la même chose, c'est vraiment cette redescente qu'il faut vraiment gérer au mieux, et que j'avais complètement laissé de côté lors de ma traversée du Léman l'année dernière, et qui m'a valu pas mal de soucis de santé, des choses qui sont réapparues 6 mois plus tard. Donc il faut vraiment que j'arrive entre guillemets à faire payer à mon corps et à mon esprit ce que je lui ai fait, on va dire, subir, puisque c'est vraiment surhumain. Et j'ai réussi à le faire, ce qui est très bien, mais maintenant il faut réussir à revenir à un état normal et de pouvoir, encore une fois, avoir une performance qui suit le respect du corps et de l'esprit. Ouais. Ça va vous prendre combien de temps? Aucune idée. Après, c'est vrai qu'il y a une grande redescente. Là, c'est très étrange, parce que je suis encore, je dirais, un peu sur un nuage, de pouvoir un peu répondre à toutes ces questions, toutes ces interviews. Ça me fait aussi revivre finalement ce défi qui a fini il n'y a même pas 5 jours, mais qui pour moi, je dois réussir à me mettre aussi seul, parce qu'on est entouré aussi de tous ces gens pendant tout ce temps, et puis de réussir à redescendre pour pouvoir mieux remonter finalement, et surtout laisser le corps se reposer, parce que même si on ne dirait pas, je pense que mon corps est très fatigué. Bon, on va vous laisser prendre un peu de repos. En tout cas, félicitations Noam, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous et à très bientôt. Et on se réjouit surtout de suivre le prochain défi. Merci. Très bientôt. À bientôt, merci. Alexandre, on retourne donc à toi, toujours à la capitaine. Mon beau capitaine, où es-tu?
Bah oui, je suis toujours avec Reynald qui me disait avant, si on pouvait avoir ce temps pour les vendanges la semaine prochaine, ce serait magnifique. Ah ouais, alors, le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on ait la pluie pendant les vendanges. Ah et que voilà. ça fait 6 mois qu'il faisait beau, quoi. Ouais, exactement. Bon, Ouais. on va croiser les doigts pour vous, effectivement. Et puis, vous me disiez aussi, si je pouvais signer pour une année comme 2022 tous les ans, je le ferais. Ah ouais, c'est clair. Alors, comparé de l'année passée où on s'est battu contre les éléments, Ouais. une année comme cette année, même si on arrose ou autre, je veux dire, c'est beaucoup plus facile. Qualitativement, on va faire des produits exceptionnels, je pense. Donc, non, ça y est. Donc, c'est pas une rumeur. Ça va être un très bon cru, un très bon millésime cette année. Ça va être un très, très bon cru. Après, nous, ça va dépendre un tout petit peu de l'eau qu'on a eu, pas eu, qu'on a amené ou pas, hein. C'est vrai qu'il y aura des différences dues à comment la plante a fonctionné ou pas. Mais il y a tout pour bien faire, en tout cas, pour même très, très bien faire. On va aller à la cave, justement, voir les premières grappes que vous avez récoltées. Mais j'aimerais savoir un peu en termes de logistique, parce que vous nous avez parlé de vous, de votre personnel qui travaille à l'année. On a compris les vacances, il fallait faire des modifications. Mais pour les saisonniers et pour ceux qui viennent, justement, pendant les vendanges, comment ça se passe? Vous avez dû les appeler à l'avance? Comment vous avez fait? Alors, chaque année, on peut les appeler à l'avance. On a un système qui est très simple, c'est qu'on sait quand on a la pleine floraison, 100 jours après, on vendange. D'accord. Quelle que soit la météo, il fait beau, on peut mûrir le raisin plus longtemps, donc on va garder 100 jours. Il fait mauvais temps, si on garde plus que 100 jours, ça va pourrir. Donc ces 100 jours, ils sont fixes, je veux dire. Donc au mois de juin, on a la floraison. Et là, moi, dès que la floraison finit, j'appelle mes vendangeurs, je dis, vous allez venir à une semaine près. Et au mois de juin, je leur avais dit le 12 Ah oui, septembre. là, vous saviez, quoi, voilà. Donc là, venez plus tôt que les autres années. Et puis, vous avez dû recruter davantage de monde. Il y a combien de personnes qui vont travailler pendant les vendanges à la Capitaine? On est une trentaine de personnes entre la vigne et la cave, 24, 25 à la vigne, 4, 5 à la cave, ou 3, 4 à la cave, plus encore la cuisine. Il faut les nourrir, tous ces gens. Donc là, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Vous avez des Ukrainiens, je crois, qui vont travailler pour vous cette année? Exactement. On a une famille d'Ukrainiens qui sont chez nous. On a 9 personnes depuis le mois de mars, début mars. Oui. Et puis qui nous ont aidés déjà aux effeuilles au printemps et puis qui vont nous aider pour les vendanges. Donc c'est sympa aussi. D'accord. Ils apprennent le français tranquillement. Oui. Et puis c'est un contact qui est sympa, quoi. Alors, ils récoltent le raisin. Et ensuite, alors, les grappes de raisin, elles vont ici. Alors là, on est dans votre cave. On va voir les cuves qui sont juste ici. Je vais me tourner. Voilà. Alors, une fois qu'il est récolté, là, on voit déjà. C'est quoi? C'est du pinot, ça? C'est le pinot noir. C'est le même cépage qu'on a vu tout à l'heure dans la vigne. Simplement que maintenant, on est en train de faire macérer. Donc, macérer, c'est faire sortir la couleur de la peau. D'ailleurs, si vous regardez, il y a de la peau qui est très, très claire. On voit, elle est plus noire, hein, elle est devenue rouge, donc la couleur est déjà sortie. Et puis, chaque jour, ce qu'on va faire, c'est mettre en contact le jus avec la peau pour tirer cette couleur. Pourquoi? Parce qu'avec la fermentation, le sucre fait de l'alcool, mais il faut aussi du gaz carbonique. Donc, ce gaz carbonique, il va nous faire monter la peau. Mais si je la fais monter, j'ai le jus en bas puis la peau en haut, donc je n'ai pas de contact. Donc, 2 fois par jour, je vais faire ça. Je vais peser sur mon chapeau de mort, comme vous voyez. Le jus, il est dessous. Et je vais faire descendre des grains. Donc, je vais les pousser contre en bas. Je peux essayer, moi? Bien sûr, il n'y a rien de compliqué. OK. Et puis ça, vous faites ça combien de fois par jour? 2 fois par jour, à peu près pendant 2 semaines. Après, ça dépend de la fermentation, ça va plus ou moins vite. D'accord. Cette année, il fait chaud, donc de nouveau, les raisins sont chauds, donc ça va fermenter relativement vite. Donc, ça sera sûrement plus court que 2 semaines. OK. Et puis alors après, une fois qu'il est dans ses bacs, le raisin, une fois qu'on a bien macéré comme ça, le raisin, après, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va contrôler le sucre pour voir l'évolution du vin. Et puis, donc ça va être du raisin très sucré cette année, on imagine, hein, comme vous l'avez dit? Oui, mais on ne veut pas qu'il soit trop sucré. C'est pour ça qu'on va le vendanger. Qu'on l'a vendangé, celui-là, un peu plus tôt, pour éviter d'avoir trop d'alcool. Parce que c'est vraiment corrélé. Plus vous avez de sucre, plus vous avez d'alcool. Donc, dans un raisin rouge, dans un vin rouge plus tard, on ne veut pas être beaucoup plus haut que 13,5 d'alcool. Autrement, ça se déséquilibre. Et puis là, on va justement le vendanger par rapport au taux de sucre qui va nous donner l'alcool. D'accord. Donc, nous, on va aussi maintenant contrôler que tout le sucre se fermente. Donc, on va, d'ici 2-3 jours, moi, j'ai déjà contrôlé ce matin, on va regarder où on en est avec le sucre. Et puis, quand il n'y aura plus de sucre, on va séparer la peau du jus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce bac avec un palettiseur, on va le mettre dans le pressoir. Donc, on met un entonnoir sous le pressoir, on le vide dans le pressoir et on va presser ce raisin pour séparer la peau du jus. D'accord. Et c'est quand qu'il va dans ces grandes cuves? Alors, justement, après le pressoir, il va venir dans les cuves et puis là, il va partir pour la 2e fermentation.
Ouais. La première fermentation transforme le sucre en alcool. La deuxième transforme l'acide malique en acide lactique. C'est pour ça qu'on appelle la malolactique. D'accord. Et ça fait descendre le taux d'acidité. C'est-à-dire que le vin sera plus agréable à boire parce qu'il aura moins d'acidité. Ouais. Et je voulais vous poser une question avant de se quitter, Reynald. Déjà, merci pour toutes ces explications. Avec Maintenant, plaisir. je sais faire du vin. Enfin, je crois. J'ai la théorie. Ou le Après, boire, pour la pratique, ça, c'est plus facile, effectivement. Non, la dernière question que je voulais vous poser, c'est justement d'être en biodynamie. Qu'est-ce que ça change quand on a une période comme ça de sécheresse, des vendanges plus tôt? Ça change quelque chose véritablement pour vous? Ça change un tout petit peu, c'est qu'on peut faire certaines préparations qui vont lutter ou aider la plante à supporter mieux la sécheresse. D'accord. Mais le miracle, il n'existe pas, c'est vraiment l'eau, le miracle. Donc, il faut mettre de l'eau d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Bon, la petite anecdote, c'est que pour terminer, j'aimerais dire ça, c'est que hors micro, vous m'avez dit, bon, si le vin n'est pas bon cette année, franchement, ce sera la faute du vigneron. Moi, je ne vous ai pas dit ça, c'est pas possible. Reynald, merci beaucoup. Mettez la pression au vigneron. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir fait visiter votre domaine et puis vos vignes. Je vous souhaite belle vendange alors. Merci. Puis moi, tous vos vœux pour ce mariage. Ah merci. C'est gentil. Merci. Voilà, chacun son anecdote. Exactement, c'est ça. Voilà, il renvoie la balle. Merci beaucoup. Andrea, bonne journée. À demain. J'adore. In vino veritas, la Reynald di la café. Et oui, mesdames et messieurs, Alexandre s'est marié. Santé au mari. Félicitations. C'est dit, voilà. On termine en musique avec Prangin Baroque. La 3e édition sera de retour du 4 au 11 septembre. Mariana Mijanovic, je vous en prie, venez me rejoindre pour qu'on puisse parler avec vous. Vous êtes la directrice artistique, 3e édition déjà. Est-ce qu'on y croyait justement en lançant ce pari? Depuis le début, ça c'est vraiment magnifique. C'est la 3e édition, mais la première sans Covid, qui est très rafraîchissant pour nous. On se sent libre et le public peut venir sans mesure, sans limite. Ça fait sacrément du bien. Mariana, justement, rappelez-nous déjà, quel est le concept de Prangin Baroque? Il y en a plusieurs buts. D'abord, d'offrir aux jeunes musiciens professionnels en échange avec les musiciens de haute qualité, renommée mondiale, à Prangin, avec notre beau cadre du château de Prangin du XVIIIe siècle. Après, de promouvoir l'échange entre la population et ces jeunes artistes et leur vie. Tous les artistes sont hébergés chez les familles pranginoises. La gratuité pour tous les concerts et une exclusivité qu'on offre, c'est l'accès aux répétitions. Tout au long de la semaine, on a plusieurs ateliers, instrumental, vocal, la danse, cette année aussi l'éveil corporel, et la population est invitée pas juste par population, le public qui est libre et qui a envie de voir le travail artistique de tout près. Ouais. Parce que c'est en comprenant notre travail que le public apprécie plus, voit plus de détails. Pour résumer, c'est des jeunes talents qui sont sélectionnés, qui vont suivre des cours et du coaching d'artistes aujourd'hui reconnus de toute une équipe. Et puis, on comprend, finalement, le but, c'est de créer ces échanges-là avec la population. Pourquoi c'est important, justement, d'éduquer les gens à ce genre de culture ? Toujours, quand vous comprenez plus d'une certaine chose, comme tous ces beaux exemples qu'on a juste vus, vous pouvez apprécier, vous aimer plus. Pour nous, les artistes, c'est important qu'on travaille, on vit pour le public. Et c'est important pour nous que le public comprenne et voie tous ces détails qu'on a travaillés. C'est quand même un sacré défi, puisque c'est de la musique baroque italienne, qui peut forcément ne pas plaire à tout le monde. C'est un genre très particulier. Comment vous faites justement pour réussir? L'Italie est aimée par tout le monde. L'Italie est le berceau de la musique baroque, le berceau de la musique vocale comme on la connaît dans la musique classique, de l'opéra, des beaux concertos. Juste pour nommer quelques noms des grands compositeurs de cette époque, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Alessandro. C'est encore ce qui plaît aux jeunes? Oui, absolument. Tous ces gens sont jeunes,
ce sont les musiciens qui viennent peut-être d'autres répertoires, mais qui ont tombé amoureux à la musique baroque. Et avec leur jeunesse et leur modernité, ils parlent aussi au jeune public. Nous avons chaque année aussi les spectacles pour les études, pour les jeunes, pour les enfants. Ouais. L'année dernière, c'était un très beau spectacle qui a eu beaucoup de liens avec le musée, musée national. Et cette année aussi, avec les fables de La Fontaine, l'escrime, on parle de ce temps passé, mais qui est quand même notre patrimoine. Il faut le raviver. Oui, alors puisque vous êtes bien établi à Prangin, 3e édition déjà, mais qu'on voit que votre objectif c'est finalement d'aller à la rencontre de l'autre, de la population, est-ce qu'on pourrait imaginer que Prangin baroque s'exporte ailleurs dans notre district ? Est-ce que ça serait oui, absolument. Il y a la volonté de notre part, il y a l'ouverture. On va voir. En tout cas, cette année, on est entré dans le partenariat avec le Musée national suisse, qui nous réjouit beaucoup. Chaque année, il y a des partenaires qui nous joignent, la mobilière, des Nogent, bien sûr la commune de Prangin qui nous soutient vraiment à fond, et beaucoup de bénévoles qui sont impliqués dans tous les aspects d'organisation, d'héberger les familles. Est-ce qu'on peut dire que ça devient presque un festival ? Oui, en fait, c'est un festival et c'est quelque chose, un développement naturel qui s'est passé. Vous voyez ça aussi, et nous, on se nomme festival, en fait. Très bien. On était là à la première édition et on se réjouit en tout cas de voir la suite. Rendez-vous à Prangin du 4 au 11 septembre. Mariana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très bon lundi à tous. On se retrouve demain. Très belle soirée et bonne suite de programme.